Vous écoutez le balado Un État bilingue particulier, créé dans le contexte d'un projet de Moment déterminant Canada du même nom. Le projet Un État bilingue particulier explore 250 ans de bilinguisme institutionnel français-anglais dans toute sa complexité évolutive, de l'Acte de Québec au présent, dans le contexte plus large de l'utilisation des langues au Canada. Chaque épisode consiste d'une conversation entre moi, Louis Lebel, créateur de contenu numérique au sein de Moment déterminant Canada, et de Serge Dupuis, un historien franco-ontarien, auteur de 3 livres et de plus de 30 articles portant tous sur le sujet de communautés francophones minoritaires au Canada. Dans ce premier épisode, Serge et moi discutons du règlement 17, qui a été en vigueur en Ontario de 1912 à 1927. Bon matin, Serge. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler du règlement 17, une loi importante dans l'histoire de l'Ontario qui est connue de plusieurs personnes. Moi, je suis allé à l'école secondaire en Ontario, donc j'ai souvent entendu parler de ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais, pour les auditeurs qui peut-être sont moins familiers avec le sujet, avoir un petit survol. C'est quoi le règlement 17? Le règlement 17 est une mesure qui interdisait l'enseignement dans une autre langue que l'anglais à partir de la troisième année dans les écoles subventionnées par des deniers publics en Ontario, qui a été adopté en juin 1912 et appliqué de septembre 1913 jusqu'à l'automne 1927. Tu dis une mesure, moi j'ai dit une loi, puis ça s'appelle un règlement. Est-ce que tu peux clarifier un petit peu la terminologie? C'est une directive scolaire, donc ça a la force d'une loi, mais ça n'a pas nécessairement été adopté de la même manière. C'est pas, c'est pas au code criminel, mais il y a certainement des amendes qui sont impliquées, puis la possibilité de retirer des subventions publiques. Donc, il n'y a personne qui a fait de la prison à cause du règlement 17, mais il y a des gens qui ont dû travailler sans salaire, des écoles qui ont perdu des subventions publiques, qui ont perdu accès à la taxe scolaire. Et même dans le cas d'Ottawa, un conseil scolaire qui s'est fait démettre de ses fonctions temporairement et remplacé par des conseillers non élus qui allaient suivre la directive gouvernementale. Donc, c'est quand même assez contraignant, c'est sérieux et c'est vu comme une attaque sur le droit d'exister comme minorité nationale de langue française à l'extérieur du Québec. Merci pour la clarification. Je me suis toujours posé la question justement pourquoi on appelle ça un règlement. Là, tu nous donnes, on a peut-être commencé un petit peu plus tard dans l'histoire que le début pour donner un survol pour savoir de quoi on allait parler. Pour peut-être un petit peu retourner en arrière, peux-tu nous parler du contexte dans lequel on voit naître le règlement 17? Au 19e siècle, dans ce qu'on appelait le Haut et le Bas-Canada, il y a eu des écoles qui ont été mises sur pied par des congrégations religieuses, mais aussi par des parents pour offrir une instruction de base, pour apprendre à lire, écrire et, comme on le disait à l'époque, faire de l'arithmétique. Donc, pour qu'on puisse avoir des connaissances de base, la plupart des enfants ne terminaient pas leurs études primaires. En Ontario, on appelait ça des grammar schools. Et ces écoles-là se sont développées, reflétaient les valeurs locales. Donc, dans les communautés où on parlait l'anglais, on avait des écoles de langue anglaise, y compris au Haut et au Bas-Canada. Dans ce qui deviendra le Québec, on avait surtout des écoles de langue française. En Ontario, on avait surtout des écoles de langue anglaise, mais on avait aussi dans le centre-sud-ouest de l'Ontario, par exemple, des écoles qui enseignaient l'allemand ou qui enseignaient le gaélique. Elles étaient bien moins nombreuses que les écoles de langue française. D'ailleurs, ces écoles-là qui enseignaient le gaélique et euh, l'allemand ont plus ou moins disparu là, dans la décennie 1890. Mais les écoles où on enseignait principalement le français ont continuellement progressé tout au cours du 19e siècle. Le surintendant de l'éducation à ce moment-là, Egerton Ryerson, le reconnaissait comme étant absolument logique dans un pays qui reconnaissait deux langues. On n'avait pas des langues officielles, mais le français était reconnu par le Parlement et les tribunaux fédéraux. On avait des écoles de langue anglaise au Québec, donc c'était tout à fait normal dans son esprit qu'on ait le reflet équivalent en Ontario. Et c'était la position du gouvernement libéral qui a gouverné l'Ontario sans interruption de la Confédération de 1867 jusqu'en 1905.
Eux voulaient accommoder les Canadiens français, trouver des manières d'améliorer ces écoles-là, d'introduire l'enseignement en anglais. On a commencé à enseigner l'anglais de manière obligatoire dans les écoles bilingues en 1885, mesure qui a été renforcée en 1890. Mais on reconnaissait la légitimité de ces écoles-là à exister. On a même permis aux conseils scolaires séparés d'enseigner jusqu'à la 10e année, ce qui est l'équivalent du secondaire 3 au Québec, secondaire 4 même. Donc, on pouvait gouverner des écoles localement dans des conseils scolaires séparés, qui étaient gouvernés dans les milieux ruraux strictement par des Canadiens français et dans certains milieux urbains comme Ottawa et Sudbury par une majorité de conseillers canadiens français parce que c'était des conseils scolaires catholiques et la majorité catholique était canadienne française. Il y avait une difficulté, une faiblesse dans ce régime-là, c'est que la Constitution de 1867 protégeait les droits religieux de la minorité chrétienne, c'est-à-dire les écoles protestantes, qui étaient de facto de langue anglaise au Québec, et des écoles séparées catholiques en Ontario, qui étaient de diverses langues, qui étaient de langue anglaise, bilingue, allemande et française. Et ça variait énormément entre le centre-sud-ouest de l'Ontario, où les Canadiens français étaient minoritaires dans les conseils scolaires catholiques, et dans l'Est et le Nord-Est de l'Ontario, où ils avaient tendance à être majoritaires. Donc, la réalité qui existait au sein des écoles variait beaucoup. Mais le recensement de 1911 avait démontré qu'en Ontario, il y avait maintenant plus de 200 000 Canadiens français et 60% d'entre eux étaient unilingues francophones parce qu'ils vivaient dans des régions rurales, ils étaient venus du Québec et souvent n'avaient pas eu à apprendre l'anglais. Et ça inquiétait des législateurs et des militants orangistes, donc pro-protestants et pro-anglais, hein, très anticatholiques puis très francophobe, qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait les angliciser, là, ces gens-là, parce qu'ils étaient devenus majoritaires, comme je l'ai dit, dans les régions le long de la frontière du Québec, c'est-à-dire dans le nord-est et l'est. Dans plusieurs comtés, ils étaient majoritaires et donc on parlait d'une invasion canadienne-française. Donc, il fallait réagir. C'est un mouvement xénophobe, il ne faut pas se le cacher. Et avec le changement de gouvernement à Queen's Park en 1905, les conservateurs de James Whitney ont été élus et la défaite de Wilfrid Laurier en 1911 au fédéral, qui a apporté le premier ministre Borden au pouvoir, ben, on a eu un alignement où on avait des Bleus à Toronto et à Ottawa qui étaient plus ou moins d'accord qu'il fallait respecter la lettre de la Constitution et non pas son esprit, comme les libéraux essayaient de le promouvoir jusqu'aux années 1910. Et d'où le conflit qui a éclaté en 1912 avec le règlement 17. Le règlement 17 vient, comme tu dis, exploiter un petit peu une ambiguïté dans la Constitution de 1867 pour de facto interdire l'enseignement en français. Quelle a été la réalité de l'enseignement français sous le règlement 17? Pendant que le règlement est en vigueur, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a il y a pas d'enseignement en français, il n'y a aucune école en français? C'est quoi la réalité pendant que ce règlement-là est en vigueur? On a tout et son contraire. On a deux extrêmes, le diocèse de London, où l'évêque, Monseigneur Fallon, avait déjà interdit l'enseignement du français dans les écoles séparées à partir de 1910. Et le règlement était quand même assez bien respecté. C'était une population plus ancienne, il ne faut pas l'oublier. Ça avait fait partie de la Nouvelle-France, le centre-sud-ouest de l'Ontario. Détroit avait été fondé en 1701. De la rive ontarienne, on avait commencé à coloniser cette région-là dans les années 1740. Donc, c'est une population de souche ancienne qui vit sur le territoire de l'Ontario depuis, c'est ça, le 18e siècle. Elle était déjà plus anglicisée et n'a pas vu le règlement 17 comme un affront nécessairement parce qu'on avait déjà commencé à faire le passage vers l'anglais. Au bout de trois ou quatre générations, l'assimilation avait eu son effet parce qu'on était devenu déjà quand même passablement minoritaire avec la colonisation britannique du sud de l'Ontario au 19e siècle. Il y avait de l'autre côté aussi des Canadiens français qui étaient d'arrivée plus récente, qui est nés au Québec ou dont les parents venaient du Québec,
Et ce sont ces groupes-là qui ont résisté davantage au règlement 17, qui ont tenté de trouver des manœuvres pour continuer d'enseigner le français, ne pas le respecter, perdre des subventions. Mais c'était quand même une minorité d'écoles dans cette région-là. À l'autre bout du spectre, on avait les écoles d'Ottawa qui n'ont jamais respecté le règlement 17. La commission scolaire des écoles séparées d'Ottawa, avec sa majorité de conseillers canadiens-français, a refusé de bord en bord à appliquer le règlement, a perdu les subventions gouvernementales qui représentaient une trentaine de pourcents là, du financement des écoles. Donc, on avait encore accès à la taxe scolaire locale, on pouvait encore prélever localement des impôts, mais on a perdu les subventions provinciales parce qu'on refusait d'appliquer le règlement 17. Ailleurs, on a eu vraiment de tout. Dans l'Est ontarien, on a résisté beaucoup aussi, mais on voit qu'il y a des endroits où on a dû appliquer le règlement 17. Soit on l'a fait parce qu'on a décidé qu'on avait besoin, on ne pouvait pas se passer de la subvention, soit on n'avait pas la capacité d'enseigner l'anglais parce que souvent, ces subventions-là étaient déterminées par les évaluations des inspecteurs qui allaient visiter les écoles pour voir si les enseignantes étaient en train d'enseigner en anglais, si les élèves canadiens-français comprenaient ce qu'on est en train de leur enseigner, s'ils étaient capables de converser en anglais. Donc, on surveillait la situation. Dans un cas que j'ai étudié un peu plus intensément, dans le cas du Nipissing West, par exemple, région très, très francophone également, on retrouve une corrélation entre le caractère français d'une région et le non-respect du règlement 17. Et je soulève la question parce qu'il n'y avait pas vraiment de journal dans la région à l'époque. Est-ce qu'il y a une corrélation entre une incapacité d'enseigner l'anglais, une incapacité de l'apprendre dans un milieu francophone homogène et le non-respect des subventions? Parce que dans la région de Sudbury, par exemple, au bout de 5-6 ans, la moitié des écoles suivent le règlement 17. Alors que dans les cantons très, très francophones, au nord de Verner puis de Sturgeon Falls, qui sont essentiellement des régions homogènes, on ne le respecte pas la plupart des années. Donc, est-ce que c'est des résistants qui se retrouvent dans la rue ou en fait ont-ils fait un effort sincère puis ils sont simplement pas capables de l'enseigner puis de l'apprendre? Ça aussi, c'est une possibilité, surtout en région rurale. Dans les milieux urbains, parce qu'on a le contact avec l'anglais, tant à Sudbury qu'à Ottawa, les enfants attrapent, comme on dit, l'anglais plus rapidement. Donc, c'est moins une question de capacité souvent, c'est beaucoup plus une question de résistance idéologique à ce que on n'utilisait pas le mot à l'époque, mais c'est plus ou moins ce qu'on essayait de dire que c'était. C'est un génocide culturel. On essaie d'effacer la langue, on essaie d'effacer l'existence d'une communauté politique en Ontario parce que le législateur perçoit les Canadiens français comme un groupe ethnique, comme tous les autres qui arrivent dans le centre-sud-ouest et qui doit s'assimiler à l'anglais et peut-être même adopter des valeurs protestantes, puis peut-être faire la conversion à un moment donné parce que ce sont les deux piliers de l'identité britannique. Ça, c'est encore un courant qui est très fort dans les années 1910. Il l'est beaucoup moins dans les années 1920. Tu décris l'implémentation du règlement 17 comme quelque chose d'assez fort. Tu dis le mot génocide culturel. On parle de conseils scolaires ou d'écoles qui refusent de respecter le règlement. J'imagine donc que la communauté franco-ontarienne, la communauté franco-canadienne n'a pas bien accueilli ce règlement-là. Quelle a été la réaction de la communauté? C'est sûr qu'il y a eu une réaction extrêmement forte de l'élite canadienne-française qui est principalement à Ottawa, parce que, étant donné que c'est la capitale fédérale, depuis 1867, on attire quand même beaucoup de Canadiens français, des traducteurs, des notaires, en tout cas des enseignants. Donc, il y a une élite professionnelle à Ottawa qui a fondé l'Association canadienne d'éducation d'Ontario en 1910 en prévision d'un éventuel règlement, parce qu'on n'était pas fous. On avait vu que le Manitoba et le Nouveau-Brunswick aussi avaient adopté des mesures pour restreindre ou éliminer le français dans les années 1870, 80, 90. Donc, on se doutait bien qu'avec l'élection des conservateurs à Queen's Park puis à Toronto, ça allait se passer. L'élite a fondé Le Droit, premier quotidien de langue française en Ontario, en mars 1913, comme arme de combat. D'ailleurs, le slogan est encore « L'avenir est à ceux qui luttent ».
Il y a eu des échos très importants à l'Assemblée législative du Québec, comme on l'appelait à l'époque, où on a dénoncé le règlement. On a autorisé les commissions scolaires du Québec à verser des sous aux commissions scolaires de l'Ontario résistantes. Henri Bourassa et Le Devoir, qui avait été fondé en 1910, a aussi sensibilisé la population du Québec pour en faire un problème national. Il y a eu aussi des appels aux tribunaux, puis par des gens des Canadiens français qui étaient à Ottawa, mais qui avaient grandi au Québec, des gens comme Philippe Landry, puis Napoléon-Antoine Bellecour, qui était à la Chambre des communes, puis au Sénat, qui ont démissionné de leurs fonctions pour diriger l'ACFEO dans les années 10, puis mener la cause devant les tribunaux. Puis à ce moment-là, ben, il y a un juge qui a dit, ben, OK, c'est vrai là, qu'on a donné le droit d'enseigner le français, mais ce n'était pas un droit, c'était une concession. Puis le législateur a le droit de légiférer. Puis si ce n'est pas écrit dans la Constitution, on ne peut pas dire qu'il y a un droit constitutionnel envers ça. On s'est tourné vers le Vatican pour obtenir son avis aussi. On a eu 2 encycliques papales là-dessus pour essentiellement dire aux Irlandais qu'ils devaient cesser de se mêler d'une question politique et aux Canadiens français qui devaient, à un moment donné, être à l'écoute des autorités politiques qui voulaient que les enfants apprennent l'anglais. Donc, ça a un peu calmé le jeu en partie après 1917. Il y a aussi eu la Grande Guerre dans tout ça, hein, puis le fait qu'on soutenait le combat de la Grande-Bretagne en Europe. On avait l'idée que si on allait perdre nos fils, les Canadiens français, sur le champ de bataille, ben, il faudrait au moins qu'on respecte nos droits fondamentaux en Ontario, en nous permettant d'enseigner une langue reconnue par les institutions fédérales dans les écoles de l'Ontario. Et même les Canadiens anglais, à cause du prix du sacrifice là, de la Grande Guerre, se sont mis à prendre un pas de recul aussi là, par rapport à l'identité britannique en se disant cet idéal-là impérialiste est peut-être impraticable. Dans un pays comme le Canada, on peut peut-être commencer à établir nos propres valeurs, notre propre identité. Puis on voit beaucoup ça dans le gouvernement de Mackenzie King dans les années 20 et 30 avec les mesures symboliques pour reconnaître le français dans les institutions fédérales. On a commencé à avoir de la monnaie puis de la poste bilingue. L'Office national du film a été fondé à cette époque-là. Radio-Canada aussi, des institutions qui étaient pleinement bilingues. Donc, on a essayé de cultiver une nouvelle identité canadienne. Puis la Unity League que le sénateur Bellecour avait mis sur pied, notamment avec des orangistes qui voyaient aussi là, que le règlement 17, ça ne marchait pas, qu'il fallait peut-être réfléchir à une identité canadienne qui, oui, pouvait demeurer fidèle à la couronne, puis ses valeurs libérales. Euh, des valeurs anti-républicaines aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que le contraste à faire avec les États-Unis à ce moment-là était encore très important. Mais pour ouvrir un espace, une échappatoire pour les conservateurs qui ont été réélus en Ontario en 1923. Donc, ce n'est pas comme si on pouvait se fier à un autre gouvernement. On allait devoir déployer de la persuasion auprès des autorités politiques pour dire qu'on était d'accord sur la nature d'un problème, c'est-à-dire la difficulté des Canadiens français à apprendre l'anglais en Ontario et reconnaître les failles de la solution qui était proposée, qui était l'extinction du français. Il y avait peut-être moyen de faire un entre-deux. Les Canadiens français se sont pris en charge aussi en fondant, par exemple, l'école de pédagogie de l'Université d'Ottawa en 1923. Donc, avant ça, les enseignantes qui venaient souvent du Québec, qui étaient souvent des religieuses, souvent sans brevet, ne pouvaient pas obtenir mieux qu'un certificat de 3e classe en enseignement. C'était comme des cours d'été, là. Mais ce n'était pas le plein brevet. On pouvait juste l'obtenir à la Toronto Normal School qui enseignait en anglais depuis 1846. Donc, on a pris les devants à l'Université d'Ottawa. Encore, l'élite nationaliste canadienne-française a pris les devants avec l'aide des Oblats pour fonder cette école-là et pour encourager les commissions scolaires de faire former leurs enseignants dans des écoles pédagogiques en bonne et due forme. On a aussi développé des programmes pédagogiques pour enseigner l'histoire, pour enseigner l'anglais comme langue seconde aux Canadiens français.
Et l'évaluation qui a été faite en 1925 par trois inspecteurs scolaires ont démontré qu'il y avait eu une progression et dans les résultats scolaires et dans l'apprentissage de l'anglais. Même dans les écoles qui avaient résisté à la directive pendant, c'est-à-dire les célèbres écoles d'Ottawa, il y avait eu progrès là, dans l'enseignement en anglais comme langue seconde et que le règlement 17 n'était peut-être pas nécessaire, que c'était une mesure draconienne pour atteindre un but qui était, somme toute, qui faisait consensus. Il n'y avait pas la majorité des Canadiens français voulaient que leurs enfants apprennent l'anglais. Ils ne voulaient pas qu'ils deviennent des anglophones et qui perdent leur langue, la langue de leurs ancêtres puis la langue de leur société. Parce qu'il appartenait encore au Canada français puis à ses structures ecclésiastiques, culturelles. L'Église catholique agissait comme une espèce de gouvernement à une époque où les provinces, c'était des petits gouvernements régionaux. Là. Imaginez les provinces sans la santé puis sans l'éducation comme responsabilité, et puis ça se réduit de peau de chagrin. Ce sont de très petits gouvernements à comparer à ce que l'Église gérait dans les communautés canadiennes françaises au Québec et puis ailleurs au pays. Donc, on s'est mis à réfléchir. L'étau s'est desserré. Mais dans les années 20, il y avait quand même beaucoup plus d'écoles qui respectaient le règlement 17 et qui avaient fait un certain passage à l'enseignement en anglais, parfois de façon sournoise. Parfois, on sortait des manuels en anglais, puis on sortait notre anglais en faisant semblant que tout se passait en anglais dans la salle de classe que pendant la visite de l'inspecteur. Ça, cette anecdote-là, on l'a compté partout. Dans la région de Sudbury, c'est la raison qu'on donne, qu'on respectait le règlement. Mais il y en a eu d'autres dans l'Est ontarien aussi. À plein d'endroits, on avait des manœuvres pour continuer d'obtenir les subventions provinciales, puis de faire semblant qu'on respectait le règlement 17, même si dans les faits, on ne le respectait pas. On m'a déjà compté qu'à Mattawa, par exemple, il y avait un argentier pour le Parti conservateur qui rencontrait l'inspecteur à la gare de train pour lui dire il n'y a rien à voir ici, vous pouvez retourner à Toronto. Et puis que finalement, on l'avait acheté. Là. Donc, il y avait de la corruption qui se passait aussi là, à l'échelle très, très locale. Il y avait toutes sortes d'histoires. En fait, on ne connaît pas comment le règlement 17 a été vécu à plusieurs endroits. Vous aurez remarqué que j'ai essayé de parler de plusieurs régions et pas seulement les manifestations publiques qui se sont passées à Ottawa, qui ont été rendues visibles, notamment par le droit. Puis le droit est très utile pour documenter cette crise-là parce que, du moins à Ottawa, pour le reste de la province, parce qu'on n'a pas de quotidien de langue française, on a parfois des hebdomadaires, mais par exemple, dans le Nipissing West, on n'en a pas. Dans le centre-sud-ouest, je ne m'en rappelle plus lequel existait, mais il y a de ces journaux-là qui sont introuvables aujourd'hui. Donc, on connaît un peu moins comment ça s'est passé au quotidien dans les autres régions. Mais c'est clair qu'il y a une espèce de consensus chez les Canadiens français que cette mesure-là est aberrante, qu'elle est excessive et que c'est une attaque sur les droits fondamentaux des Canadiens français et une atteinte au pacte confédéral. Les Canadiens français voyaient le pacte de la Confédération comme un pacte entre deux peuples. Les Canadiens anglais et les Canadiens français à l'époque. Bon, on faisait omission un peu là, des Autochtones qui n'ont pas vraiment été invités à l'élaboration de la Confédération, n'est-ce pas? Mais il y avait cette idée-là qu'il y avait des conditions là, pour les Canadiens français qui étaient devenus minoritaires dans les Canada en 1851, mais seulement en 1851, qu'il y avait des conditions à respecter et que les Canadiens français allaient être chez eux partout dans ce pays-là. Et le règlement 17 démontrait clairement le contraire. Donc, on essaie de trouver un nouvel équilibre. Mais ça s'est transformé en crise nationale. Il a fallu des pressions externes aussi du premier ministre Louis-Alexandre Tachereau, par exemple, qui établissait des ententes en hydroélectricité en Ontario. Ben, il mentionnait à Howard Ferguson que ça, c'était un irritant et puis qu'il y avait de la méfiance dans sa province à l'endroit de tout ça, puis que le Québec n'avait jamais osé interdire ou circonscrire les écoles protestantes, les écoles de langue anglaise au Québec. Il faudrait peut-être faire preuve de plus de générosité. Donc, c'était vraiment un caillou dans le soulier là, des gouvernements successifs à Queen's Park, ce règlement-là. Et à un moment donné, lorsqu'on est peinturé dans un coin, ben, il faut marcher sur de la peinture, n'est-ce pas? Puis c'est ce que le gouvernement Ferguson a décidé de faire en 1927.
Donc, suite à plusieurs pressions de manifestations, pression extérieure, pression du gouvernement du Québec, tu parles que le gouvernement ontarien a marché sur de la peinture. Est-ce que donc en 1927, le règlement 17 a été abrogé, annulé? C'est quoi la fin de cette histoire, disons? Le règlement 17 a été officiellement abrogé le 1er novembre 1927, c'est-à-dire qu'il ne s'appliquait plus. Il a continué d'exister jusqu'en 1944 lorsqu'il a été aboli, mais il n'était plus, on ne devait plus le suivre, le règlement. D'ailleurs, on voit qu'il y a certaines écoles qui déjà avaient vu que le vent tournait et qui ont cessé d'appliquer le règlement 17 en 1926, par exemple. Ils se doutaient bien là, que ça n'allait pas continuer puis que la commission n'allait pas recommander que le règlement 17 se poursuive. Il y a eu la création d'un poste à l'enseignement en français au ministère de l'Éducation en 1927, donc qu'on reconnaisse une place pour de la pédagogie dans l'autre langue des institutions fédérales. Donc, pour tailler une petite place pour le français au sein des institutions publiques en Ontario, le règlement 17 a quand même fait beaucoup de dommages. C'est-à-dire qu'il a été appliqué, les écoles du centre-sud-ouest sont devenues de facto des écoles de langue anglaise. Il y en a plusieurs d'entre elles qui ne sont pas redevenues des écoles de langue française. On avait fait le passage, puis là, de refranciser ces groupes anglicisés-là, il était trop tard. Et ça a été très difficile de rouvrir des écoles de langue française dans cette région-là. Dans l'Est et dans le Nord-Est, parce qu'on avait des majorités, on a pris la balle au bon pour développer des nouvelles écoles, ce qu'on appelait des classes post-élémentaires, la 9e et 10e année, au sein des écoles séparées. On a même essayé d'obtenir parfois des fonds des écoles publiques pour financer un programme secondaire au sein même de l'école. C'est ce qui est arrivé à Saint-Louis-de-Gonzague, à Sudbury, jusqu'à ce qu'on se rende compte que cet arrangement-là n'était pas légal. Donc, le programme de français s'est joint là, un peu au high school local en 1940. Il y a quand même eu un changement de perception. Puis, les comportements linguistiques sont souvent influencés par la manière qu'on perçoit notre environnement. Si on a reçu le signal que le français est une langue marginale, qu'on ne devrait pas la parler en public, qu'on devrait avoir honte de parler cette langue-là, qu'on devrait essayer de parler l'anglais sans accent, que ça, c'est l'attente de nos compatriotes anglophones, ben, il y a quand même eu du dommage auto-infligé par la suite. Puis on le voit avec les taux d'assimilation qui ont continué d'augmenter à partir de ce moment-là. Ils ne sont pas retournés à la situation où on était en 1911, où carrément la majorité de la population ne parlait pas l'anglais. Non seulement la majorité de la population était bilingue, mais on avait des taux de transfert linguistique qui atteignaient 10, 20, 30, 40 et ça continue d'augmenter tout au cours du 20e siècle. Donc, il y a quand même eu un effet important sur la place que l'Ontario réservait aux Français. Ça devait être une place, on n'allait pas l'éteindre, mais ça allait être une place marginale. Et ça, ce message-là continue d'avoir des échos de nos jours, bien malheureusement. Non pas de porte-parole officielle nécessairement, mais dans les comportements et les attentes et les non-dits, il y a effectivement cette idée-là que les Franco-Ontariens doivent porter le fardeau du bilinguisme seul ou quasiment seul, ce qui n'est plus du tout le cas, par exemple, au Québec, où on a l'impression que c'est un fardeau partagé aujourd'hui. Puis on le voit dans les taux de bilinguisme à la fois des populations anglophones et francophones qui ont continué d'augmenter avec la loi sur les langues officielles, des deux bords. On a la population la plus bilingue et trilingue au Canada, au Québec maintenant, alors qu'en Ontario, quand même, la population, il y a une population d'immersion française qui est quand même non négligeable, qui est même plus importante numériquement que la population franco-ontarienne. Donc ça, il faut le dire puis le reconnaître. Puis que ces gens-là, parfois, font partie des communautés, surtout s'ils fondent un foyer avec une francophone. Donc, il y a des alliés dans ces groupes-là, mais ce n'est pas le comportement de la majorité, qui très souvent est unilingue ou qui parle une autre langue, qui est non officielle, mais qui fonctionne au quotidien en anglais. Donc, le règlement 17 n'existe plus, mais ses effets continuent de se faire sentir, je pense, dans la culture politique, puis dans les non-dits, puis les attentes en Ontario.
pense que tu le dis bien à la fin, que ces effets sont encore ressentis, que ceux parmi les auditeurs qui sont allés à l'école en Ontario vont souvent avoir entendu l'histoire du règlement 17 comme un élément historique rassembleur, comme un élément de combat. Pourquoi, comme un élément qui cerne un petit peu pourquoi c'est important de continuer à parler français puis se battre pour le français, parce qu'on l'a fait dans le passé. Donc, je pense que tu décris bien cet impact-là aujourd'hui. Je te remercie d'avoir pris le temps de parler avec nous ce matin du règlement 17. Je pense qu'on a vraiment bien fait le tour de la question. Puis on va te revoir dans les autres épisodes de la série pour parler d'autres sujets sur l'éducation en français, notamment les écoles secondaires en Ontario français. Donc, merci Serge. Ah, ben ça m'a fait plaisir, Louis. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette première épisode de notre série, assurez-vous d'écouter les prochains et de consulter toutes les différentes ressources que nous créons sur le projet Un État bilingue particulier sur le site web de Moment Déterminant Canada.